Bonjour. Toute une série d'enseignements, de cours ont déjà fait l'objet d'enregistrements, de vidéos, notamment à l'occasion de la crise sanitaire dite de la Covid-19 et de cette fameuse période dite de confinement. Il me revient aujourd'hui, au moment où cet enseignement est passé de la 2e année de licence, l'an passé, et les années précédentes, à la 3e année de licence, au semestre 5, en particulier, donc le premier semestre de l'année 2022-2023. Et donc, en L3, il me revient, je crois, la mission, le défi de conclure, j'ai presque envie de dire, conclure pour ne pas conclure, sur un point central de la sociologie politique, à savoir une réflexion sur l'opinion publique et le politique comme construction sociale. Et la définition des mots, la définition des termes, la définition plutôt des concepts, me semble totalement et tout à fait pertinente et appropriée en la matière. En sociologie politique, l'usage des mots, des notions, des concepts de nation, d'État, de démocratie ou encore de doxocratie, de démocratie représentative, de démocratie participative, de démocratie directe, de service public, de solidarité, de coopération, d'opinion, est tellement fréquent que, à l'usage, on finirait par croire que leur sens est évident. Et ça n'est pas le cas, loin s'en faut. Pas plus d'ailleurs que le terme de peuple ou encore de populisme, encore plus connoté. Alors, quelques mots seulement sur les principaux concepts utilisés en sociologie politique pour clore, provisoirement en tout cas, cette série d'enseignements, de vidéos qui s'intègrent dans l'enseignement, dans l'UEF dite sociologie politique, en licence de sociologie. Alors d'abord, dans quelle société vivons-nous ? Dans une société voulue, perçue et interprétée comme démocratique. Alors qu'est-ce que la démocratie ? La démocratie, étymologiquement, du mot grec démos, le peuple, du mot grec kratos, le pouvoir, l'autorité. La démocratie n'est pas autre chose qu'un régime. Un régime politique dans lequel le pouvoir est détenu et contrôlé par le peuple. Il s'agit évidemment d'un principe régulièrement et quotidiennement rappelé, du principe de souveraineté du peuple. Sans qu'il y ait de distinction due à la naissance, à la richesse, à la compétence des personnes. C'est bien le principe d'égalité. Deuxième principe de la République, entre la liberté d'un côté et la fraternité de l'autre. Liberté, égalité, fraternité. En règle générale, les démocraties sont indirectes ou parfois représentatives, comme en France. Le pouvoir s'exerçant par l'intermédiaire des représentants désignés lors d'interactions particulières, lors d'élections au suffrage universel. Les autres principes et fondements de la démocratie sont les suivants. La liberté des individus, la règle de la majorité, l'existence d'une constitution et d'une juridiction associée, le Conseil constitutionnel en France, la séparation des pouvoirs, la consultation régulière du peuple, c'est-à-dire par élection, par référendum,
La pluralité aussi des partis politiques et bien sûr l'indépendance de la justice. On pourrait aussi évoquer la séparation des ordres entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire après Montesquieu. La démocratie s'oppose donc aux autres régimes politiques que sont la monarchie absolue, le pouvoir romain d'un seul homme, l'aristocratie, le pouvoir romain des meilleurs. Il s'agit donc du pars melior, comme disaient les latins, et non pas du pars maior, la démocratie de la majorité. L'oligarchie, le pouvoir romain d'un petit nombre de personnes ou parfois de familles, de dynasties familiales. La théocratie, comme en Iran, le pouvoir romain d'une caste sacerdotale. L'empire, la dictature ou, encore une fois, autre régime totalitaire. On parle donc de démocratie économique ou sociale lorsque les droits sociaux, droit au logement, droit au travail, le droit à l'éducation sont garantis. Le terme de doxocratie, en fait, terme forgé par Jacques Julliard, journaliste et ancien directeur délégué de la rédaction du Nouvel Observateur, du journal hebdomadaire, donc le Nouvel Observateur. Jacques Julliard a forgé ce terme de doxocratie qui veut dire tout simplement de démocratie d'opinion. Un extrait de l'auteur. Donc, entre guillemets, sommes-nous en train de passer de la démocratie représentative de naguère à la démocratie d'opinion que j'appelle doxocratie? Le récent référendum sur l'Europe, la dernière campagne présidentielle vont dans ce sens. Aujourd'hui, pour qu'une loi soit mise en application, elle a besoin non seulement d'un vote du Parlement, mais de l'aval de l'opinion publique, voire de la rue. C'est revenir aux origines antiques de la démocratie, avec ses avantages, mais aussi ses dangers. La transformation que décrit le terme doxocratie est le passage d'un régime parlementaire dans lequel l'électeur délègue sa souveraineté à celui qu'il élit à un système où les citoyens entendent participer au gouvernement de la nation grâce aux sondages, à la télévision et à Internet. Avec un sens plus proche de l'étymologie, la doxocratie est un système politique régi par l'opinion où règnent les sondages, les modes médiatiques et les pensées dominantes, et se traduit par une forme de populisme. Se pose alors la question de l'indépendance et de la représentativité des grands médias qui se font l'écho de ces fameuses pensées dominantes. Un mot très rapidement sur la démocratie représentative. La démocratie représentative, appelée aussi démocratie délégative, la délégation, est l'une des formes de la démocratie dans laquelle les citoyens expriment leur volonté par l'intermédiaire de représentants élus à qui ils délèguent leur pouvoir. Ces élus sont censés représenter la volonté générale. Ils votent la loi et contrôlent éventuellement le gouvernement. Une des conditions pour que le régime soit démocratique est que, grâce à des élections ayant lieu à des échéances régulières, le mandat des représentants soit limité dans le temps. Il n'y a donc pas de charge héritée, à vie, héritée ou à vie. Aucun gouvernement n'est jamais installé définitivement. L'opposition est considérée comme une force légitime et toutes les tendances sont admises à s'exprimer. En outre, l'espoir d'accéder au gouvernement est ouvert à tous. La démocratie représentative
s'oppose à la démocratie directe, beaucoup moins répandue et dans laquelle c'est le peuple qui prend lui-même ses décisions. La démocratie participative, démos, le peuple, kratos, le pouvoir, et donc, étymologiquement, kratos, c'est l'autorité, le pouvoir. Participation vient du latin participatio, tout simplement participer. La démocratie participative désigne l'ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et d'accroître leur rôle dans les prises de décision. La démocratie participative trouve alors son fondement dans les lacunes de la démocratie représentative. Parlement non représentatif de la diversité de la société. Éloignement des élus du terrain et de la réalité quotidienne. Sentiment pour les citoyens de ne pas être compris des politiciens. La méfiance envers les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques. La faiblesse des contre-pouvoirs, mais aussi l'augmentation de l'abstention aux élections. Les caractéristiques d'une démocratie participative sont au nombre de 3. Premièrement, l'extension du droit de vote et de sa fréquence, assortie de l'initiative législative, par exemple via les pétitions. Ensuite, la concertation dynamique sous forme de débat libre relative à des décisions, aussi bien à l'échelle locale que nationale. Les comités consultatifs, les conseils de quartier, etc. Et enfin, la mise en place d'un système organisé qui garantit que toutes les idées constructives et nouvelles des citoyens seront examinées de manière efficace. Un système de démocratie participative sera d'autant plus pérenne que toutes les mesures décidées sont acceptables par la grande majorité des personnes concernées et vont dans le sens, entre guillemets, du bien commun. Enfin, les critiques faites à la démocratie participative portent principalement sur 5 éléments. Premièrement, la notion de démocratie participative qui n'est souvent qu'un simple discours rhétorique sans réalité concrète. Elle est parfois associée au populisme. Deuxièmement, la représentativité des citoyens participants au débat est un vrai problème. Troisièmement, le rôle des conseils et comités qui se limite souvent à l'aspect consultation, oubliant l'aspect échange entre acteurs. Quatrièmement, la difficulté de savoir si les avis exprimés sont basés sur des considérations objectives ou sur la défense d'intérêts personnels. Et enfin, cinquièmement, la difficulté de vérifier la véracité des informations ayant servi à l'argumentation. Je voudrais terminer par quelques mots sur le service public, dont la définition mérite d'être rappelée ici, d'emblée. Un service public est une activité exercée directement par l'autorité publique, l'État, collectivité régionale ou locale, ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire un besoin, encore une fois, d'intérêt général. Par extension, le service public désigne aussi l'organisme qui a en charge la réalisation de ce service. Il peut être une administration, une collectivité locale, un établissement public ou une entreprise du droit privé qui s'est vu confier une mission de service public. Dans ce dernier cas, la mission de service public peut prendre diverses formes. Des concessions, des licences, des franchises, cahiers des charges, fixation de tarifs, contrôle des investissements. Certaines de ces activités sont liées à la souveraineté de l'État. Activités qu'on dit régaliennes, comme la justice, la police, la défense nationale, les finances publiques. D'autres relèvent
plutôt du secteur marchand, notamment lorsque les prix et le niveau de qualité des prestations ne seraient pas ceux attendus par le pouvoir politique si elles étaient confiées au secteur privé. Le fondement de la notion de service public est que certaines activités sociales, considérées comme essentielles et stratégiques, doivent être gérées selon des critères spécifiques pour permettre un accès à tous et contribuer à la solidarité et à la cohésion sociale, culturelle et économique de la société, de la nation. Ces activités doivent donc échapper à la logique du marché et à la recherche du profit. C'est le cas en particulier lorsque sont nécessaires 1. Des investissements lourds non rentables à court terme, 2. Une gestion à long terme, 3. La sauvegarde d'un bien rare et précieux, 4. La gestion d'un espace. Les 3 grands principes auxquels sont soumises les missions de service public sont la mutabilité, c'est-à-dire la capacité d'adaptation aux conditions et aux besoins, l'égalité dans l'accès aux services et dans les tarifs, et la continuité. Exemple de service public, la sécurité sociale, la santé, l'enseignement, les réseaux de transport, de communication, d'électricité, d'eau, d'assainissement. Chaque pays a sa propre définition du service public, qui en outre évolue dans le temps. Une telle définition donc doit être relativisée. Au niveau européen, les services publics sont assimilés à des services d'intérêt général en tant qu'activité de service marchand ou non considérés d'intérêt général par les autorités publiques et soumises pour cette raison à des obligations spécifiques de service public. Pour conclure, à la fois cette vidéo, pour conclure la conclusion et ouvrir en même temps un nouveau chantier de réflexion, j'aimerais revenir sur une notion, celle de l'opinion. Du latin opinio, donc c'est l'opinion sans le N à la fin, étymologiquement, du latin opinio, un avis, une idée préconçue, un préjugé, une conjecture, une croyance et même une illusion. Une opinion est un avis, un jugement personnel que l'on s'est forgé sur une question ou sur un sujet en discussion qui ne relève pas de la connaissance rationnelle. L'opinion, même si elle est affirmée avec conviction, est un jugement qui n'est pas nécessairement juste. Surtout au pluriel. L'opinion est aussi une manière de penser. L'opinion est un ensemble d'idées, une doctrine. Exemple, les opinions publiques, notion sur laquelle Pierre Bourdieu a beaucoup réfléchi, pensé, écrit, publié, en partant de l'hypothèse que l'opinion publique n'existe pas. L'opinion personnelle est émise par un individu et l'opinion lui est propre. L'opinion publique, en tout cas si elle n'existe pas, elle est fabriquée par les sondeurs, par les politiques, par les journalistes qui interprètent, qui analysent et qui interprètent, encore une fois, donc, qui proposent une interprétation donc, des sondages, notamment d'opinion. Eh bien, l'opinion publique, ou de manière elliptique, l'opinion,
est une représentation de la manière de penser d'une société dans son ensemble, collectivement. On dit ainsi qu'un individu brave l'opinion. Par extension, l'opinion désigne parfois le public lui-même. Par exemple, on dit une affaire de mœurs qui a frappé l'opinion. D'un point de vue philosophique, l'opinion est critiquée parce qu'elle n'est pas fondée sur le raisonnement et qu'elle se donne l'apparence, mais une apparence seulement, de savoir. La liberté d'opinion est reconnue, et c'est heureux, par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1949. Je cite, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit à ne pas être inquiété pour ses opinions. » Et donc, cette liberté d'opinion est au cœur même de la loi, de la Constitution, et en particulier de la loi du 9 décembre 1905, dite la loi sur la laïcité, qui renvoie à une liberté totale d'opinion, de conviction, de croyance. L'opinion est donc, pour finir, premièrement, ce que l'on pense sur un sujet. Et on dit ainsi, il a été émis une opinion favorable sur tel ou tel projet. Ou cette personne s'est fait une opinion sur cette question. En gros, elle a une idée, elle a un sentiment. Et on peut aussi évoquer, concernant l'opinion, la manière de penser la plus répandue dans une société, celle de la majorité du corps social. Cette majorité, on dit aussi l'opinion publique, eh bien, permet de penser, en tout cas d'écrire, ou de dire que tel ou tel individu a une bonne opinion d'eux. Avoir une bonne opinion d'eux, ça veut dire estimer que la personne est telle ou telle chose, a telle ou telle qualité ou tel ou tel défaut. Avoir une bonne opinion, c'est apprécier une personne, donner une appréciation. On peut aussi évoquer un prisonnier d'opinion. C'est une personne détenue en raison de ses convictions, par opposition à un prisonnier de droit commun. Ainsi, l'opinion, on parle aussi de verbe d'opinion, synonyme de croire, estimer, juger, qui sont des verbes d'opinion. Et rappelons pour finir que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, donc pour ses idées ou pour sa croyance. Mais dans tous les cas de figure, l'opinion s'oppose et s'opposera toujours à la croyance. L'opinion, pardon, comme la croyance, s'opposeront toujours au savoir et à la connaissance, notamment sociologique.